Bonjour tout le monde. Je vous invite à vous asseoir et nous allons commencer cette journée d'études. Je vais tout de suite donner la parole à Maurice Cloutier, directeur de l'école de design de l'UQAM et professeur dans cette même école, pour le mot de bienvenue. Maurice. Merci Stéphane. Alors j'ai le plaisir de vous adresser ce premier mot de bienvenue. Bienvenue donc à toutes, à tous, à cette journée d'études sous le thème « Le design graphique au 21e siècle ». Étudier, créer, agir. Alors comme je me présente, Maurice Cloutier, professeur, directeur à l'école de design. Alors cette journée d'études s'inscrit dans la mission de l'école de design visant à susciter échanges, débats, à partager des réflexions, des expériences qui contribuent à éclairer nos disciplines, nos façons de les enseigner, de les exercer, et plus largement, à appréhender le monde. Favoriser des moments de rencontre et d'échange qui réunissent les milieux de la pratique, des pratiques, devrais-je dire, avec le milieu académique fait partie de cette mission que les professeurs de l'école de design, chacun dans leur domaine, valorisent depuis sa création en 1974. Je vous assure, je ne ferai pas l'historique de l'école de design. Ces occasions sont importantes, plus que jamais, dans un contexte de mutation culturelle et sociale, professionnelle et économique, technologique et écologique, médiatique et politique. Les acteurs issus des milieux du design, c'est reconnu, ont de tout temps contribué à interpréter, à initier souvent et à implanter sous une forme ou une autre le changement. C'est ce qui caractérise fondamentalement les designers et conditionne leur pertinence professionnelle. Si cette capacité d'observer, de s'enquérir avec rigueur, de servir la société et d'enrichir notre culture matérielle fait partie de notre travail, échanger et partager à propos de celui-ci en vue de favoriser son avancement d'un point de vue collectif est notre devoir. Alors, à observer le nombre important de gens ici ce matin, on ne peut que constater que cela trouve écho auprès de plusieurs et cela confirme l'importance de ce forum. Chaque événement se réalise dans un contexte donné, avec des paramètres variables, mais il y a toujours un dénominateur commun, nous le savons, l'énergie déployée par les personnes qui portent le mandat est cruciale. Alors je souhaite saluer et en remercier quelques-uns. Je ne nommerai pas tous les gens impliqués, d'autres le feront dans les présentations à venir. Alors merci à ma collègue professeure directrice du programme de baccalauréat en design graphique, Judith Poirier, pour avoir fait émerger l'idée de cette journée d'études en l'inscrivant directement avec le travail important qui s'amorce d'ici peu, visant à revisiter les orientations du programme d'enseignement en design graphique en regard des enjeux actuels à tous les niveaux. Merci à Stéphane Vial, professeur à l'école de design. Merci à Louise Paradis, designer graphique et chargée de cours à l'école de design, pour avoir planifié et organisé cette journée qui réunit plusieurs acteurs des milieux du design graphique, d'ici et d'ailleurs. J'aimerais saluer également mon collègue Marc Chocot, je l'ai vu tout à l'heure, salut Marc, professeur émérite à l'école de design, qui a une fois de plus consacré toute son expérience et ses connaissances à promouvoir le design auprès du public en réunissant le travail de designers graphiques québécois, dont plusieurs diplômés de l'Université du Québec à Montréal, dans l'exposition Le design graphique, ça bouge, présentée au Centre de design et où nous aurons l'occasion de nous retrouver en fin de journée. La mise en relation entre ce riche panorama des dernières décennies en design graphique et le thème de la journée est fort à propos. J'en profite pour remercier chacun des participants qui interviendront aux tables rondes. Certains viennent de loin. Merci de votre présence. Merci à tous les gens présents ce matin. Alors, j'hésitais à le faire, mais je le fais. C'est peut-être un peu anecdotique, mais
Là où nous nous trouvons aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, cet endroit est très lié à l'histoire de l'école de design, alors que le pavillon Sherbrooke, maintenant, où nous sommes, anciennement pavillon Arcade, dans les années 80-90, a hébergé les locaux de l'école de design et de ses programmes entre 1974 et 1995. Je voyais Michel Fleury, il s'en rappelle certainement. Il a passé beaucoup de temps ici. Michel Fleury, de l'école de design à l'Université Laval. Et ici même, dans cette salle, était le centre de design, maintenant sur la rue Sanguinette, dans les locaux du pavillon de design, qui, à compter du milieu des années 80, a accueilli des expositions jusqu'en 1995. Alors, je termine là-dessus. Très bonne journée. Et puis, j'invite maintenant Judith Poirier à poursuivre ce mot de bienvenue. Merci, Maurice. Bonjour. Wow, il y a du monde à la messe. Merci d'être venu en si grand nombre. Moi, j'ai 460 personnes officiellement inscrites pour une journée d'études quand même. Ça montre que le design graphique est encore très vivant. À ma connaissance, c'est le premier événement du genre à Montréal, une journée pour essayer de définir collectivement les différentes formes du design graphique actuel, mettre en relief les enjeux de notre profession et tenter de cerner ensemble les défis qui nous attendent, autant en éducation que dans la pratique professionnelle. Dès mon arrivée à la direction du programme en juin dernier, j'ai lancé cette idée d'une journée d'études pour marquer le début de l'évaluation de notre programme. L'évaluation, c'est un processus rigoureux qui commencera officiellement ce printemps et qui consiste à dresser un portrait des 10 dernières années. Donc, le but est d'évaluer la pertinence socio-économique du programme, de revoir le contenu et la structure des cours, les besoins en termes de ressources, les espaces, les équipements, bref, une analyse qui nous permettra de proposer des modifications dans le but d'actualiser notre programme. C'est une démarche d'environ 2 ans, en parallèle à notre projet de programme de maîtrise, et qui nous donnera l'occasion d'organiser d'autres consultations avec vous, les acteurs du milieu, les diplômés, les étudiants, les enseignants. Mais il me semblait essentiel d'abord de réunir tous ces gens, cette grande famille du design graphique à Montréal. Je dis famille car la plupart d'entre vous avez gradué à l'école de design. 1722 diplômés du baccalauréat en design graphique depuis 1976, sans compter ceux et celles qui ont trouvé un emploi avant de finir leur bac. Je vais être au cocktail à 5 heures, si jamais vous changez d'idée. Donc, en plus d'être devenus les acteurs influents du milieu, vous complétez la formation de nos diplômés en tant qu'employeurs ou comme enseignants au cégep, vous les formez avant leur arrivée chez nous. Vous êtes aussi très nombreux à collaborer généreusement à notre programme en tant que chargés de cours, conférenciers, membres de jury, superviseurs de stage ou en offrant des bourses à nos étudiants. Je vous en remercie sincèrement. Ce pont entre le milieu professionnel et l'université est extrêmement précieux et c'est toujours un très, très grand plaisir de vous revoir annuellement à notre exposition définissant. Il y a aussi la famille élargie. Je souhaite la bienvenue à nos collègues de l'Université Concordia, où j'ai moi-même gradué, de l'Université Laval, de l'Université de Montréal, de même que tous ceux des cégeps qui sont réunis ici aujourd'hui. Je remercie les 27 soumissionnaires qui ont répondu à notre appel à contribution en septembre dernier, et ainsi que l'ensemble des 22 panélistes qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, en direct du Québec, de la France, de l'Allemagne et des États-Unis. Donc, vous apportez une dimension internationale à cette journée, et vos diverses expertises et interventions vont définitivement alimenter notre réflexion. 2019, qui a marqué les 50 ans de l'UQAM, a aussi été une période de changement au sein du programme de design graphique. En effet, suite au récent départ à la retraite de 4 professeurs, soit 36% de l'équipe, 2 nouveaux profs se sont joints à nous cette année et nous sommes présentement en processus d'embauche pour une 3e personne. Et depuis les 6 derniers mois, nous avons aussi fait des changements urgents et essentiels pour actualiser notre programme, soit l'ajout de 5 nouveaux cours, un en design d'interaction, un en typographie pour le web, un en motion design, un en images photographiques médiatisées et un en design éco-social, en plus du nouveau cours théorie du design qui est offert depuis l'an dernier. Je tiens aussi à souligner l'inauguration prochaine de la toute première chaire de recherche à l'École de design, qui est créée par notre nouveau collègue Stéphane Vial.
la chaire interdisciplinaire Diamant qui combinera design, technologie et santé mentale, donc une chaire qui s'ajoute à nos différents laboratoires de recherche et création. C'est donc dans le feu de l'action et avec une nouvelle dynamique d'équipe que s'ouvre cette journée de réflexion sur le design graphique. Une journée qui, nous espérons, apportera aussi des retombées pertinentes sur le plan de la recherche et des pratiques actuelles qui profiteront à toute la communauté. Donc, avant de passer la parole à mon collègue Stéphane Vial, je tiens à le remercier d'avoir accepté de prendre en charge l'organisation de cet événement en collaboration avec Louise Paradis, que je remercie aussi, et de même que toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin pour assurer le bon déroulement de cette journée qui s'annonce vraiment très stimulante. Mon collègue Stéphane Vial, professeur à l'École de design de l'UQAM. Bien, bonjour, merci Maurice, merci Judith pour cette belle présentation. Merci à vous tous de votre présence. C'est vraiment un plaisir, une fierté, puis un honneur de vous voir toutes et tous ici présents. Donc je voudrais remercier d'abord toutes les personnes et les partenaires, merci beaucoup, qui nous rendent possible cette journée. À commencer bien sûr par l'École de design, la Faculté des arts, le bac en design graphique, le fonds de design graphique à la Fondation UQAM aussi, et puis le centre de design où vous aurez le plaisir de nous retrouver pour le cocktail de fin de journée. Également un grand merci aux membres du comité d'organisation, en particulier Louise Paradis, et puis évidemment toutes les personnes qui y ont participé, Judith, Ron, Louis, Lynn, Janice, vous voyez les noms ici. Il y a beaucoup de personnes à qui on doit cette journée, Cyrus pour le site web, Sylvie Champoux pour l'ensemble de l'organisation et de son soutien, et les étudiants qui sont là aujourd'hui, qui font des photos, qui font une captation vidéo. Nous sommes en ce moment même en direct sur YouTube, nous avons des gens en France et ailleurs qui nous écoutent en ce moment. Donc Marie-Blanche, Martin, Louise, Mélanie, Myriam, Carolina, Gabriel qui sont aussi là pour vous accueillir et nous guider. Merci à tout le monde et puis merci à vous. On a quand même sur le site Eventbrite, on a arrêté parce que ça devenait délirant, on a arrêté à 550 inscriptions. On se doute bien qu'il n'y a pas 550 personnes dans la salle, mais on a mis en place plus de 260 chaises hier, elles sont toutes quasiment occupées, donc c'est formidable. Et puis voilà, au programme, aujourd'hui, on a 3 thèmes. On va essayer de prendre le design graphique sous ces 3 thèmes, créer, étudier et agir. Et ces 3 thèmes vont être déclinés en fait, chacun en 2 actes, ce qui va générer en fait 6 tables rondes courtes. Et puis on aura 2 conférences longues ou plus longues. Et on a aussi prévu un total de temps de discussion qui va s'approcher de 1h20 environ sur la journée pour échanger avec vous. Puis on a découpé ça en 8 sessions de 10 minutes. Voilà. Puis il y a aussi les pauses, en incluant celles de midi, qui permettront aussi du réseautage et des échanges latéraux, entre guillemets, pendant cette journée. Pendant les discussions, on a mis 2 micros là dans les allées, puis on vous invite, si vous le voulez bien, sans faire non plus trop assemblée générale, mais à vous avancer vers les micros pendant les temps de discussion qu'on vous entende. C'est préférable pour la qualité sonore, puis peut-être faire des interventions brèves, puisqu'il y a beaucoup de monde, surtout s'il y a beaucoup de monde qui veut prendre la parole. Sur le mot-clic ou le hashtag DGR20UQAM aussi, vous pouvez déposer vos idées, vos suggestions, vos pensées toute la journée, parce que c'est difficile à 300 personnes de partager en temps réel toutes les idées qui vont bouillonner dans les esprits là, et qui ont déjà commencé. Donc n'hésitez pas à partager ça sur Twitter, parce qu'on va en faire une analyse, on va revenir dessus, ça va aussi nous aider dans notre réflexion, puis ça peut aussi vous aider et vous intéresser. J'en profite puisque Judith rappelait que j'ai la chance de diriger une nouvelle chaire de recherche en design et santé mentale, pour vous dire qu'aujourd'hui c'est aussi la journée qu'organise Belle au Canada pour la santé mentale. Donc chaque fois que vous ajouterez le hashtag Belle Cause dans vos tweets de la journée ou ailleurs sur les réseaux sociaux, vous générez 5 sous pour la santé mentale. Ce soir on atteindra plusieurs millions au Canada comme chaque année. C'est intéressant de le signaler, donc je vous invite à conjuguer ces 2 hashtags dans vos tweets si vous voulez participer à cette conversation en ligne. Ce serait vraiment apprécié.
Sur les aspects pratiques, vous avez un code Wi-Fi sur le programme. Vous avez aussi des bios détaillés des intervenants en ligne pour faciliter l'accès à l'information via le lien qui apparaît ici et que vous pouvez retrouver sur le fil Twitter. Voilà, il y a des petites pauses café dans la salle ici que vous avez aperçues. La pause midi sera libre et puis on prévoit de terminer vers 16h30 et de se retrouver à l'école de design, au pavillon de design, au centre de design pour le cocktail et l'expo. Vous voyez hier, à pied d'œuvre, des lettreurs ont préparé un grand mur pour vous accueillir. Voilà, on a aussi essayé de faire quelques gestes éco-responsables. Je dis essayer parce qu'il y a des modes de fonctionnement aussi internes à l'université qu'on ne maîtrise pas, sur lesquels on n'a pas toujours le contrôle. Mais il y a un certain nombre de gestes qu'on a vraiment tenu à mettre en place pour accueillir l'éco-responsabilité dans cet événement. Et aussi un petit mot pour les chaises fauteuils que vous voyez sur la scène, qui ont été fabriquées au Québec, mais qui ont été acquis par la commission scolaire de Montréal, qui sont actuellement en processus de redesign à l'école. Et je remercie Maurice Cloutier et son laboratoire Design et Proximité pour ce prêt. Vous voyez en image ce qu'ils vont devenir, ces fauteuils, à l'issue de cette étude. Voilà pour ces 3 petits mots introductifs. Je vais maintenant essayer d'introduire la journée plus sur le fond. Et puis ça va être un grand défi parce que j'ai beaucoup de diapos, donc il y en a certaines que je vais peut-être passer un peu plus vite. Aujourd'hui, on est là pour parler du design graphique au XXIe siècle. Et je vais vous proposer une réflexion. Je vais lancer des pistes. Il n'y aura pas forcément de temps de discussion prévu juste après mon prologue, mais on va pouvoir en parler toute la journée. Donc laissez-moi lancer ces pistes-là, puis je ne prétends pas qu'elles sont exhaustives, mais à mon avis, elles peuvent nous aiguiller et nous inciter à réfléchir. J'ai mis graphique entre parenthèses pour souligner que finalement, se demander qu'est-ce que le design graphique au XXIe siècle, c'est aussi se demander qu'est-ce que le design tout court au XXIe siècle. Puis je pense que rien que ça fait écho déjà à certaines choses qui vont se dire dans les présentations sur le lien entre les branches du design entre elles, au sein d'une même discipline globale. Alors la première idée, c'est, bien sûr, ça n'étonnera personne, le design a changé. Le design a changé et les chercheurs en design le disent depuis longtemps, comme lui, Kees Dorst, un des grands noms de la recherche en design, qui disait déjà en 2008, qui parlait de changements historiques quand même dans la pratique professionnelle en design à notre époque et qui déjà qualifiait ce changement, on le voit ici, à partir de différents critères, la mondialisation qui bouleverse les manières de produire et fabriquer, l'âge numérique, évidemment, ça ne surprend personne. Les enjeux de soutenabilité, qui n'ont jamais été aussi brûlants, sans mauvais jeu de mots, qu'aujourd'hui. Et aussi l'effritement des systèmes de valeurs dans les sociétés occidentales. Ça fait beaucoup de changements qui impactent la pratique du design. Sans parler de celle-ci, ce changement-là, l'émergence du co-design, de plus en plus important, qui, d'après Kees Dorst, amène à une refonte complète du rôle du designer ou de la designer. Donc ça fait beaucoup de choses. Il résume tout ça en disant que finalement, il y a une augmentation de la complexité du métier du design et qu'on assiste carrément, et c'est lui qui emploie le mot, à une révolution de nos professions. Ce qui fait que le lien entre la pratique et la recherche, c'est lui-même qui le dit, devient de plus en plus aussi important parce qu'on a besoin aussi d'être mieux armé pour affronter cette complexité. Alors, dans un article plus récent, 2019, il propose carrément de dire que finalement, le rôle du design aujourd'hui, ça doit être de contribuer au changement social ou sociétal. Je crois que c'est assez intéressant, on aura l'occasion d'en reparler. On peut aussi aborder ce problème avec une autre chercheuse en design, graphique plus précisément. Kees Dorst vient plus du design industriel, mais on va voir qu'ils disent la même chose, qui est Meredith Davis, et qui disait, la même année, en 2008, les vieux modèles ne suffisent plus. Et elle définissait 5 tendances pour le design au XXIe siècle. Et curieusement, c'est à peu près la même chose que ce que dit Kees Dorst. La complexité, le co-design, c'est les deux qu'on voit ici, les technologies, évidemment, qui sont largement numériques, l'importance de comprendre les communautés, on peut imaginer ici les enjeux aussi d'inclusion et de valeur, et puis le besoin d'une nouvelle base de connaissances, ce que Kees Dorst appelait la valeur de la recherche. Alors voilà, c'est vraiment intéressant, et Meredith Davis disait dans ce papier de 2008, ça devenait un peu désorientant, à la fois de comparer les circonstances dans lesquelles nous vivons au XXIe siècle, qui bougent beaucoup, puis la manière dont on enseigne et on fait du design, puis c'est forcément qu'il faut connecter ces choses-là. Deuxième idée, l'éclipse de l'objet, qui elle aussi est une idée qui a été développée dans le cadre de la recherche en design, puis j'ai d'autant plus de plaisir à le citer qu'il est présent dans la salle et je le remercie de sa présence, Alain Findeli, qui en 2005 avec son collègue Rabat Bouchbassi définissait en un schéma
la logique d'évolution du design sur plusieurs décennies. Finalement, il faut lire le schéma du centre vers la périphérie. Au centre, c'est lorsque le design est centré sur l'objet. Et puis l'amont, c'est ce qui se passe du côté du designer, puis l'aval, c'est ce qui se passe du côté de l'utilisateur. Et puis quand on est centré sur l'objet, eh bien, on est dans une approche plus ou moins esthétique du design. Puis ensuite, au fur et à mesure que le design évolue, on s'est mis à se centrer sur les processus en amont et en même temps, parallèlement, sur les fonctions en aval. Puis on est entré dans une vision du design plus logique, c'est le règne des méthodes et des méthodologies, etc. Et puis aujourd'hui, on serait plus dans une approche éthique du design où, sans nier les phases précédentes, on ajoute une nouvelle couche en quelque sorte qui est celle des acteurs, le co-design par exemple, avec ce focus sur les expériences. On n'a jamais autant parlé d'expérience en design que depuis quelques années. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis amusé à décliner ce modèle dans les différentes branches du design. En design de produits, ça marche assez bien. Le design centré objet, c'est les arts appliqués, les arts décoratifs d'autrefois. Avec cette approche un peu esthétique, on pourrait penser à William Morris. Le design centré fonction et processus, c'est par exemple le design industriel, le design centré utilisateur, ça marche bien. Puis le design l'expérience, c'est ce qu'on appelle le design de service aujourd'hui, qui d'ailleurs n'est pas seulement limité au design de produits. En design numérique, ça marche aussi. Le design centré objet, c'est le web design. On est focus sur, on fait un site web, point. Le design centré fonction et processus, c'est aussi le design centré utilisateur, les logiques, les méthodes, le lien avec l'ergonomie parfois, le design d'interaction. Et puis, le design d'expérience porte bien son nom aujourd'hui, User Experience Design, le mot expérience est nommé. Alors je me suis demandé qu'est-ce que ça donne en design graphique. Ça marche pas mal aussi, dans le sens où finalement le design graphique au sens restreint du mot, parce qu'on sait qu'il peut être pris au sens large, c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui, mais au sens restreint du mot, il a tendance à être centré sur l'objet. C'est sans doute une des raisons qui ont fait que pendant un certain nombre d'années, il y a eu beaucoup de débats quant à pourquoi pas renommer le design graphique. Puis il y a certaines écoles qui l'ont fait, qui appellent ça du design de communication, du communication design, aux États-Unis par exemple. Et puis on pourrait se demander où on en est maintenant. Je me demande si le design graphique a achevé son éclipse de l'objet par rapport aux autres branches du design, parce que je me demande ce que c'est le design graphique centré expérience, si toutefois le modèle est juste. Alors on pourra en débattre. On peut aussi voir ça avec Meredith Davis, si ça vous convainc mieux, parce qu'elle dit la même chose. Voici ce modèle qu'elle présente dans son article de 2008, puis là c'est un peu plus centré design graphique, puis voyez ce qu'on voit, on va du simple vers le complexe, on retrouve tout ce qu'on vient de dire, puis on va vers l'expérience. Puis quand on est en design graphique centré artefact, c'est par exemple le logo, ou je disais le site web, ou l'affiche, ou que sais-je, et puis on va de plus en plus vers une complexité croissante qui va vers le service. Et donc on peut se demander qu'est-ce que c'est ça, là-haut, en haut à droite, aujourd'hui, comment le nommer, comment le comprendre, c'est pas simple. Troisième idée, on parle du 21e siècle. Le 21e siècle, tout le monde le sait, c'est ce qu'on appelle maintenant le siècle de l'Anthropocène, qui n'est pas le nom d'une ère géologique, parce qu'à l'échelle des temps géologiques, c'est un peu compliqué à définir, puis ça prendra peut-être un peu de temps, mais c'est très certainement, et à n'en point douter, une époque anthropologique. C'est quoi l'Anthropocène? C'est deux idées, au fond. La première idée, c'est l'épuisement des ressources, tout le monde le sait. Comme le dit Bruno Latour dans son dernier livre, il n'existe pas de planète compatible avec nos espoirs de développement. C'est scientifiquement admis. Ce que l'on sait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, toutes les courbes vont s'inverser, la fin des ressources, la croissance, puis on nous parle d'une espèce d'effondrement de société. On ne sait pas trop ce qu'il faut mettre derrière ce mot, mais on sait qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose, là, au moment où toutes ces courbes se croisent et s'inversent, puis on sait que ça va se passer au XXIe siècle, d'après les publications scientifiques. Ça, c'est ce que l'on sait, et ça, c'est ce que l'on fait. C'est-à-dire, depuis qu'on le sait, c'est-à-dire depuis 1972, depuis le rapport Meadows, qui n'a jamais vraiment été contesté sur le fond malgré ses imperfections, on sait qu'il faut limiter la croissance, mais en fait on fait exactement le contraire. Alors ça c'est quand même un problème. Le deuxième aspect de l'Anthropocène, c'est le changement climatique. Là aussi, tout le monde connaît bien le sujet. Ça c'est par exemple une cartographie des problèmes qui se présentent à nous dans les années à venir, publiée dans le dernier rapport du GIEC en 2014. Le prochain rapport arrive en 2021, on espère que ce ne sera pas trop catastrophique, mais c'est possible. Et donc, Denis Meadows, justement, l'un des auteurs du rapport de 72, disait encore récemment, il est toujours vivant, il est d'ailleurs assez
consterné par l'évolution des sociétés en ce moment, mais il disait le cerveau humain n'est pas programmé pour appréhender les problèmes de long terme. Puis on sait qu'en design, c'est difficile le long terme aussi. Et c'est assez vrai, ça c'est un vrai challenge. Le cerveau humain n'est pas programmé pour ça. Mais celui de Greta, oui. Et c'est peut-être pas pour rien aussi qu'on parle de neurodiversité avec Greta. Peut-être qu'elle a plus de capacité à admettre un peu plus vite que le cerveau moyen des réalités scientifiques bien établies. Alors voilà. Après, il y a aussi cette thèse ou cette hypothèse de Bruno Latour qui dit que finalement, une partie importante des classes dirigeantes au niveau mondial, politique, économique, est arrivée à la conclusion qu'il n'y a plus assez de place sur Terre pour tout le monde et que finalement, tout ce qui se présente sous le trait de continuer à extraire des ressources, de continuer à émettre du CO2, etc., c'est un peu comme si on brûlait les dernières réserves avant une catastrophe qu'on sait irréversible. Ce qu'il dit, c'est que les élites savent et que le climato-négationnisme n'est pas du tout une naïveté, c'est une stratégie pour extraire ce qui reste. Et donc, ça pose aussi des problèmes. Quatrième et dernière idée, le design là-dedans. C'est compliqué, on l'a dit au début. C'est quoi le design dans l'Anthropocène ? La question est ouverte. Je propose de faire la distinction en fait entre deux types de crises. Ce qu'on a longtemps appelé la crise environnementale, qui au fond est toujours là, mais c'est comme si la crise environnementale s'était un peu démodée. La crise environnementale, c'était la Terre qui encaisse, comme un objet passif. La pollution, la 6e extinction, qui est quand même pas rien, la 6e extinction de masse des êtres vivants dont les êtres humains sont responsables. La dernière, c'est celle des dinosaures. Excusez-moi, ça plombe un peu l'ambiance, mais c'est quand même des réalités. Et c'était un design Papanek. Tout le monde connaît les phrases choc de Papanek sur la manière dont les designers doivent se réveiller. Puis aujourd'hui, je dirais qu'on est plus dans une crise qu'on peut appeler anthropocénique. Cette fois-ci, c'est la Terre qui se défend. Puis jusqu'ici, la Terre, c'était le décor. Puis on pouvait l'abîmer un peu, puis au fond, ça allait, on pouvait continuer nos affaires. Là, la Terre, maintenant, elle réagit, elle agit, puis ça s'annonce quand même assez fort. C'est le réchauffement, c'est la fonte des glaces, c'est justement le climat. Je vous conseille ce livre de Bruno Latour. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu récemment. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu plaisir à lire un livre en entier. Et donc, je vous le conseille vraiment. C'est très inspirant sur l'époque dans laquelle on vit. Voici ce qu'il dit. Ou bien nous dénions l'existence du problème, la technologie va nous sauver, ou que sais-je, ou bien nous cherchons à atterrir, c'est-à-dire à rentrer dans les limites terrestres. C'est désormais ce qui nous divise tous, bien plus que de savoir si nous sommes de droite ou de gauche. Ce qu'il décrit et annonce assez bien, c'est que le 21e siècle, ça va prendre un siècle pour reconfigurer le champ politique. Le 19e siècle, avec le socialisme, le communisme a généré la droite et la gauche classique. Le 21e siècle va générer un nouveau clivage politique. Être terrestre ou être hors sol, être ancré sur Terre ou être hors sol, dans le hors sol de la croissance perpétuelle. Et on le voit très bien, justement, avec Trump et les autres, que le débat est là, et très vif. Alors en design, il y a quelqu'un qui incarne ça très bien. C'est l'Australien Tony Fry. Je vais finir avec quelques citations de lui, qui sont assez inspirantes, qui devraient nous faire réfléchir, je crois. Il dit par exemple, donc c'est dans son livre de 2009 déjà, Design Futuring, il dit que finalement la manière de penser le design dans la littérature, dans l'enseignement, c'est toujours de voir les métiers du design comme des métiers de fournisseurs de services, des prestataires, on fournit un service. Le problème, dit-il, c'est que quand on voit le métier de design ainsi, eh bien toutes les décisions cruciales sont prises avant que le design commence, et souvent par d'autres personnes que les designers. Et pour lui, il faut absolument reprendre le pouvoir du design, le réorienter. Il y a d'autres disciplines de la conception qui ont un rapport au pouvoir plus affirmé, comme l'ingénierie par exemple. Et il dit que les designers, quels qu'ils soient, doivent justement trouver le moyen de mettre les besoins du marché au second plan pour faire passer au premier plan les enjeux politico-éthiques de soutenabilité. Et j'aime beaucoup la définition qu'il donne du designer du XXIe siècle, qui fait un bel écho à celle de Donald Schoen, qui définissait le designer comme un praticien réflexif, a reflexive practitioner. Et bien justement, lui, il nous propose de voir le designer comme un praticien redirectif, un praticien de la redirection qui doit rediriger le cours de la conception. Et il propose de fonctionner comme ça pour y arriver, vraiment de pousser, de mettre sur la table des idées radicales,
pour changer les choses, mais viable économiquement. Alors il donne des exemples dans son livre, il y a des études de cas, je vous invite à le lire. Et il dit que ça va nécessiter de redesigner, de repenser toutes les pratiques de design, incluant l'architecture, dit-il, pour parvenir à cela. Alors comment le design graphique peut contribuer à nous faire atterrir, à nous rediriger? Finalement, dans cet atterrissage et cette redirection, il y a la même idée, il faut retomber sur Terre. Et comment le faire atterrir? C'est l'une des questions que je crois qu'on doit se poser. Est-ce que le design web, par exemple, peut continuer à mettre en ligne des sites internet sans méthodologie éco-responsable radicale, systématique? Il y a aujourd'hui des outils pour tester en ligne le taux d'émission de CO2 d'un site web. Il y a des pratiques dites de low-tech intéressantes, comme le site du Low-Tech Magazine, qui est alimenté par c'est une expérience, c'est une exploration, mais alimenté par un serveur alimenté de manière solaire. Et donc, voilà, la dernière idée, c'est le praticien de la redirection, ça doit être un leader, ça doit être quelqu'un qui prend part aux décisions. Et il y a des métiers leaders dans l'entreprise. Par exemple, les métiers de l'informatique exercent des contraintes techniques sur les décideurs. Le service informatique dit que c'est pas possible. Les services juridiques aussi exercent des contraintes sur les décisions, des contraintes réglementaires. Et les métiers du design, ils exercent quelles contraintes sur les décideurs? Moi, je ne sais pas, je vous provoque un peu en posant la question, est-ce qu'ils en imposent aucune? Moi, je crois que ce serait intéressant que les designers se donnent comme contrainte à imposer aux décideurs des contraintes éthiques de toute nature. Et je vous invite peut-être à en débattre aujourd'hui. Alors, comment reprendre du pouvoir? C'est ça l'idée, je crois, qui est intéressante ici avec Tony Fry, de voir le design comme une force de reconfiguration du monde. Et il y a des exemples récents, je vais finir là-dessus, qui peuvent nous laisser réfléchir en ce moment, tant en Europe qu'en Amérique du Nord et ailleurs et partout dans le monde. On nous dit 2020-2021, c'est la 5G ou le 5G. Et puis on a des déclarations récentes, vous voyez ici, d'industriels qui nous annoncent « on est dans une nouvelle ère de développement, de croissance, d'ultra-technologisation de notre quotidien ». Puis en même temps, dans les mêmes temps, il y a des scientifiques qui publient, dans des revues scientifiques comme Nature, des études assez sérieuses sur l'impact écologique de ces nouvelles technologies naissantes. Puis nous, on va vous demander d'être les designers de la 5G. Alors, est-ce que vous voulez être un fournisseur de services? Est-ce que vous voulez être un praticien de la redirection? Est-ce qu'on peut rediriger la 5G ou est-ce qu'on va encore devoir designer les innovations telles qu'elles se présentent sans pouvoir les questionner? Je trouve que c'est intéressant de soulever ces enjeux. Alors je vous laisse là-dessus, j'ai à peu près respecté mon temps. Je vous remercie beaucoup. Alors je vais avoir le privilège d'introduire le prochain conférencier, Étienne Mineur, et qui va se brancher directement, c'est ça, pendant que moi je vais le présenter. Alors Étienne Mineur, il n'est pas tout à fait inconnu de l'école de design de l'UQAM parce qu'il est venu il y a quoi, 10 ans 11 ans, à l'invitation de Sylvain Allard, que je vois dans la salle, lors de la semaine design internationale, qui est justement un événement et un temps fort annuellement de l'école de design. Et puis en 10 ans, vous allez voir, il a fait beaucoup de choses. Lui aussi, il a beaucoup de choses à montrer en 20 minutes. Étienne Mineur, donc designer, éditeur, enseignant français, basé à Paris, diplômé des arts décoratifs à Paris, qui a commencé sa carrière dans le domaine du CD-ROM culturel. Oui, ça a existé. Le Minitel aussi, me souffle-t-il. Il a fait beaucoup de web pendant une décennie. Il a fait tous les sites web quasiment, des défilés d'Issey-Miyake dans le domaine de la mode, des choses assez formidables en flash qui vont bientôt plus pouvoir être consultées en ligne. Mais je crois qu'il va les archiver sur son site. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2009, donc il y a une dizaine d'années, après avoir été, on peut le dire, un des pionniers du web et du numérique en design en France, formé en design graphique, il revient vers les objets physiques. Et il se met à mélanger le tangible et le numérique en y ajoutant une couche ludique dont il va nous parler. Merci, Étienne. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors attendez, je vais essayer de... Vous m'entendez? Bon, voilà, super. Merci encore pour l'invitation. Alors je mets mon petit chrono parce que je suis très très bavard et donc bien sûr je vais essayer de ne pas dépasser. Alors je vais vous montrer, voilà, moi je viens de Paris, voilà mon atelier, j'en suis très fier, c'est pour ça que je vous le montre. C'est une ancienne usine et à l'intérieur, vous voyez,
C'est une sorte de musée de vieux trucs en papier, de jeux de société, de vieilles consoles, de choses comme ça. Alors en fait, en vrai, mon bureau est comme ça avant de partir. Ça c'était pour la photo. Et à Volumix, ce qu'on fait, c'est ça. L'idée, c'est de mélanger, de ne pas opposer les deux. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, moi, je voulais revenir à l'édition papier. J'ai toujours travaillé dans le numérique. Et puis, arrivé à un moment donné, je sentais l'envie de retravailler sur des objets physiques en papier. Mais par contre, je ne voulais pas abandonner tout ce que j'avais appris et tout ce que le numérique nous avait apporté dans notre vie. Donc, en résumé, je voulais faire des jeux vidéo en papier. Voilà, très bizarre. Donc, à 40 ans, je me suis dit, allez, c'est bon, on arrête tout et on fait autre chose. Et donc là, Volumic, on est deux. Julien Ognon, mon développeur, enfin mon développeur, oui, qui est associé avec moi, et moi qui suis designer, alors maintenant designer généraliste, designer graphique à la base, et puis maintenant designer généraliste. Et le principe, c'est qu'on développe beaucoup de prototypes. Alors le gros avantage du papier, c'est qu'on va très vite. Moi j'adore, c'est une page A4, j'ai mon stylo, ma règle et mon cutter, et on invente des choses. On le teste très très vite, grâce à Julien qui peut coder, et on valide très très vite, ou pas, avec notre entourage. Donc c'est un processus très très rapide. Je veux dire, en 2 jours ou une journée, on arrive à faire quelque chose, on teste, on se plante, on recommence. Voilà. On se plante beaucoup, on recommence, et puis on arrive à sortir des projets, alors soit nous-mêmes, quand on a du temps et de l'argent, on l'édite, soit souvent actuellement, des gens viennent nous voir en disant « Tiens, c'est intéressant, votre petite cocotte en papier, moi je travaille pour tel industriel, ou moi je travaille dans tel domaine culturel, ou dans le domaine du jeu et du jouet, peut-on adapter cette idée, ce nouvel usage ?» Moi c'est ça qui m'intéresse en ce moment, c'est la manière dont on va utiliser ces nouveaux objets, que ce soit du papier, un jouet, un patin à roulettes, une toupie, ou un micro, quels sont les nouveaux usages qui peuvent arriver. Donc voilà, on travaille là-dedans. Donc là, moi, je vais essayer de vous parler, voilà, les 5 mots que en tout cas qui m'intéressent actuellement. Donc c'est ce rapport entre tangible, objet physique et numérique, le design, le jeu, vous allez voir pourquoi, et j'appelais ça frugalité, mais en tout cas c'est économie de moyens. Voilà. Je vais essayer de vous remonter le moral après ce qu'a dit. On fait ce qu'on peut, mais voilà. Donc le principe là-dessus, vous voyez, ça c'est un projet que j'ai fait il y a 10 ans presque. Je trouve que ça résume bien ce qu'on voulait faire. C'est tout simple, c'est une application que vous téléchargez, il y a un petit livre. À l'intérieur de ce petit livre en papier, il y a une petite histoire d'un ballon, et il y a un petit ballon en papier que l'enfant pose au centre. Et vous le mettez juste au centre de l'écran, et vous voyez, vous allez jouer le vent juste en poussant avec votre doigt. Et vous allez avoir une illusion d'optique, alors c'est dur à montrer en vidéo, mais l'ombre et le terrain est numérique, et plus le ballon va haut, plus c'est petit, et vous avez vraiment l'impression que le ballon décolle et va atterrir. Voilà. Et c'est un jeu très doux, très souple, et ça marche entre 4 ans et 99 ans, on a testé. Au niveau ergonomie, c'est très simple, c'est à partir du moment où vous voyez juste votre doigt qui pousse la direction du vent. Voilà. Et on atterrit doucement. Voilà. Il y a du son, super. Voilà. Donc là, c'est un vrai jeu. Vous voyez, d'ailleurs, c'est un petit bouquin qui sort, il y a marqué « C'est un jeu vidéo ». Donc les gens sont un peu interloqués, les libraires n'aiment pas, pour tout vous dire, on dit « Oh là là, le jeu vidéo, c'est le mal c'est infernal. » Enfin, je ne sais pas, ici on est au pays des jeux vidéo quand même. Hier, j'ai eu la chance d'aller chez Ubisoft, voilà, là, il y a du monde. Mais en tout cas, en France, quand vous allez voir un libraire et qui vous dit « Voilà, on fait des jeux vidéo en papier », on vous regarde très bizarrement. Ça va mieux maintenant, mais... et d'autres projets, et en fait cette petite idée on l'a développée pas mal sur des petits livres comme ça, où à chaque fois on a une petite histoire et on a toujours un objet en papier à fabriquer. L'idée c'est qu'on lit l'histoire avec un adulte, et après on va jouer tous ensemble. Donc là tout d'un coup on se retrouve dans des mécaniques de jeu de société, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un jeu vidéo qui va isoler ou que sais-je, on est vraiment à 4 autour de la table, et là on a un jeu, là c'est un petit jeu d'horreur pour enfants, c'est-à-dire qu'on demande aux enfants d'éteindre la lumière, et la lumière sort sous la petite maison en papier, on a très peur. Et c'est un jeu de mémoire auditive. L'idée aussi, c'est comme on a une tablette, par exemple, ou un téléphone, qui peut facilement faire du son, contrairement à un jeu de société. L'idée, c'est là, on a fait un jeu de société basé sur la mémoire auditive. Donc, l'idée, c'est ça aussi. C'est pourquoi utiliser une tablette dans un jeu de société. Si c'est juste pour dire vous avez gagné ou perdu ou lancer un dé, c'est pas la peine. Lancer un dé, c'est beaucoup plus drôle en vrai qu'un dé numérique. Donc, toujours, l'idée, c'est d'essayer de trouver le bon équilibre entre les deux. Alors, justement, je parlais de jeu. Par hasard, le jeu nous est tombé dessus. Alors moi, j'aime beaucoup le jeu. Alors quand je dis jeu, c'est vraiment au sens large. À part le loto et les jeux d'argent, tout type de jeu, du jeu vidéo au jeu de société, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de théorie sur le jeu, mais en gros, le jeu, c'est une activité libre. On ne force pas les gens à jouer, sinon c'est autre chose. Séparé, ça c'est super important. C'est-à-dire qu'en dehors de la réalité, c'est-à-dire que si on joue ensemble et je décide de t'attaquer, je ne t'attaque pas en vrai. Peut peut-être mal le prendre, mais ça reste dans le jeu. Ça, c'est très très important, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se permettre,
ensemble de faire des choses que l'on ne peut pas faire dans la réalité. Incertaine, ça c'est le moteur du jeu, c'est-à-dire que si on sait d'avance ce qui va se passer, on ne va pas jouer. Même le loto par exemple, vous avez une certitude de perdre à presque à 100%, les gens aiment bien quand même. Bon, il n'y a l'appât du gain, hein, j'imagine, mais vous voyez, c'est quand même le pire jeu du monde, le loto. Hein, voilà. Mais quand même, les gens y jouent. Et la règle, ça c'est aussi très important, c'est-à-dire que c'est la différence entre un jeu et un jouet. Un ballon, c'est un jouet. Un ballon avec une règle. Par exemple, vous dites, la balle, tu dois la poser en face et tu as le droit de passer la balle qu'en arrière. Ça s'appelle le rugby. Et tout d'un coup, ça devient un jeu extraordinaire, qui développe plein de mécaniques et de choses comme ça. Donc, et alors la définition pour moi la mieux actuelle, pour l'instant, hein, que j'ai trouvé, c'est un philosophe français, pour le jeu, c'est l'invention d'une liberté dans et par une légalité. Donc c'est un espace de liberté réglé ou encadré. Voilà. Et pour moi, ça se rapproche beaucoup de la définition du design que j'ai. C'est-à-dire que pour moi, c'est de la création sous contrainte. Et le jeu, je trouve que voilà, le jeu est considéré comme, enfin pour moi, hein, c'est vraiment des choses personnelles, hein, je ne veux pas l'imposer à tout le monde, c'est pas du tout ça, mais c'est depuis 10 ans, comme je travaille avec beaucoup de game designers de jouets et d'objets, de jeux vidéo ou de jeux de société, je trouve que les rapports avec le design est très très important, et je ne considère pas le jeu, c'est pas l'idée d'utiliser ce qu'on appelle la ludification, c'est-à-dire que mettre des mécaniques ludiques sur un autre sujet. Non, je parle du vrai jeu, c'est-à-dire du jeu complètement gratuit et libre, mais qui vont permettre intellectuellement de trouver des solutions que l'on ne pouvait pas trouver autrement, voilà, grâce à ce système de liberté. Je ne suis peut-être pas très clair, mais je vais essayer d'approfondir ça. Donc, le jeu, pour moi, est considéré comme une pratique expérimentale permettant l'émergence de nouveaux usages. C'est-à-dire qu'à la fois, les game designers et les joueurs vont apporter des nouvelles idées originales et qui vont permettre de faire émerger de nouveaux usages. Donc, par exemple, pour moi, un des jeux de l'année... Alors, j'ai pris des jeux très récents. L'année dernière, un jeu d'un Finlandais là, qui est arrivé comme ça, s'appelle Baba Is You. Je vous explique le principe, il est extraordinaire. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué Baba Is You. Il y a des petites phrases. Donc, Baba, c'est mon petit personnage, là, le petit truc. Je peux le déplacer juste avec mes flèches. Wall is stop. D'accord ? C'est-à-dire que là, si je vais aller sur un mur, ça me stoppe. Et il y a marqué Win. Qu'est-ce que vous faites ? D'accord ? Je ne sais pas si vous connaissez le jeu ? Voilà, il faut y jouer. Bon, je suis au niveau 50, mon cerveau s'est arrêté, il y a 300 niveaux, là c'est le niveau 1. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez, le petit bonhomme là, il enlève le stop, tac, ça veut dire qu'il peut passer à travers les murs. Voilà. Et le win, hop, il amène wall is win, donc après, quand il passe sur le mur, il a gagné. Donc ce jeu, c'est un jeu nomique, donc c'est un jeu dont les règles changent, mais là où c'est extraordinaire, c'est que c'est le joueur lui-même qui va changer les règles. Et pour moi, c'est une sorte de métaphore du design, c'est-à-dire on a un problème, on a une problématique, mais c'est le designer, ou le joueur là, qui va changer les règles et qui ne va pas essayer d'aller tout droit, mais qui va dire, mais si on a ce problème, on ne peut pas décaler ça. Par exemple, je lisais un livre là dans l'avion, où on parlait les gens qui fabriquent des trains en Europe ont des problèmes. Il y a une taille entre les Nordiques, en gros, entre un Suédois et un Espagnol, la taille moyenne est différente de plus de 10 cm ou de 15 cm. Ils avaient un problème dans les trains pour la hauteur des fenêtres. Les ingénieurs ont commencé à travailler sur comment changer la hauteur des fenêtres. Industriellement, c'était très compliqué. Il y a un groupe de designers qui est arrivé, ils ont réfléchi. Alors, ça aurait pu être autre chose que des designers, c'est juste des gens de bon sens. Ils ont juste surélevé le sol. Et c'était fait. Voilà. Donc, et c'est exactement cette logique. C'est-à-dire qu'on va changer quelques règles pour arriver au but. Et ça, je trouve cette mécanique ludique, en fait, moi, me correspond très très bien en tant que designer. Alors, quand je dis design, hein, je parle du papier, je parle de ce micro, de ce téléphone, cette souris, je ne sais pas quoi, cette chose très étrange que j'ai vu, des verres sur des radiateurs, voilà, je ne sais pas à quoi ça sert, mais voilà. Et là, c'est le niveau 2, par exemple, c'est juste pour vous montrer, le niveau 7. Moi, je me pose des questions sur cette chose depuis tout à l'heure, ouais, ou alors l'humidité, je ne sais pas. Voilà, donc là, c'est un autre truc, voilà. Là, il essaye de bouger. Alors là, ça a l'air facile parce que je vous montre la solution, mais vous pouvez bien passer 20 minutes là-dessus. Donc là, il essaye de dire, bon, alors comment je vais faire ? Là, le win, je vais l'amener quelque part. Et là, vous voyez, le is, il est en croix. Donc ça fait Baba is you et flag is win. Je passe sur le flag, le drapeau, et j'ai gagné. Voilà. Donc ça, c'est un petit exemple, mais je trouve ce projet très, très beau. Un autre exemple... Je regarde l'heure, ouais. 10 minutes, voilà, je vais aller plus vite. Ça, c'est un jeu d'un game designer français qui est vraiment très bien. Ça s'appelle Anabi, c'est un jeu de cartes, c'est simple, vos cartes sont à l'envers. Donc il n'y a que vous qui ne savez pas les cartes que vous avez. On inverse complètement le truc. Et je trouve que c'est une très belle métaphore de notre vie en ce moment, où la vie privée disparaît petit à petit, c'est exactement ça. Et
s'installe autour de la table, comment j'arrive à savoir ce que j'ai, en te posant une question, voilà. Donc, et il y a des stratégies là-dessus qui sont très intéressantes, qui peuvent après s'appliquer dans d'autres domaines. Un autre jeu, Route, un jeu de l'année dernière, pareil, génial. C'est un jeu de plateau, c'est simple, on est 4 joueurs, on ne joue pas avec les mêmes règles ni le même but. C'est-à-dire que c'est simple, c'est le même plateau, et tu joues aux dames, je joue aux échecs, tu joues aux morpions, et, voilà, et le jeu marche. Une sorte de métaphore de la vie, là, c'est-à-dire qu'on ne part pas avec les mêmes moyens, on n'a pas le même but dans la vie, et c'est assez extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est les stratégies qui se développent autour. Un autre, non, celui-là je saute. Et aussi, alors là je pourrais en parler pendant des heures, c'est le jeu de rôle, qui a une belle émergence en ce moment. Alors, je ne sais pas en Amérique du Nord, mais en France, ça revient grâce à ce monsieur qui est un gros youtubeur français qui, il y a 4 ans, a montré aux petits français ce que c'était que le jeu de rôle papier. Et tout d'un coup, les petits français se sont mis à rejouer au jeu de rôle. Alors les vieux comme moi, rôlistes, on se dit « Oh, tu connais le jeu de rôle ?» Voilà, on va jouer à ça. Mais ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, c'est une sorte de design de règles qui permet l'émergence d'une histoire commune. Et par exemple, dans le jeu de rôle, il y a énormément de théories, il y a eu beaucoup de choses dessus, mais c'est vraiment la manière dont on va gérer la parole et de quelle manière on va créer une histoire ensemble. C'est vraiment du design d'histoire commune. Et ce qui est intéressant, c'est de quelle manière on va partager la parole, par exemple. Par exemple, nous, dans un jeu, là, on a des règles, on a 20 règles. Si on en rajoute une d'un commun accord, on doit en enlever une autre. C'est simple. Voilà. Alors on pourrait l'appliquer, par exemple, aux lois d'un pays. Parce que vous savez, nous en France, c'est spécialiste, dès qu'il y a un problème, on rajoute une loi. Voilà. Et donc à la fin, je ne sais pas vous, peut-être aussi, c'est typique. On va rajouter des lois. Alors, d'un commun accord avec les... Là, vous voyez, j'allais dire, je travaille. Je joue avec des enfants. On a dit, voilà, comme ça, les règles restent. On a toujours 20 règles. Donc, le cerveau humain peut toujours... Tu parlais de complexité. On a une sorte d'hygiène au niveau des règles. Voilà, ça, c'est mes petits tests avec des enfants. Et là, ce qui est intéressant, là, par exemple, vous voyez, test avec des adolescents, c'était un jeu où, à un moment donné, il fallait cacher l'information que vous avez. Les enfants, là, on le voit un peu, ils ont fait une sorte de méta-jeu, on leur a pas dit, c'était pas dans les règles, mais avec le doigt, ils essayaient de tricher, ils essayaient de voir ce que faisait l'autre, ils ont inventé un jeu au-dessus du jeu qu'on a gardé, d'ailleurs. Voilà. Et la triche est super important aussi. C'est pas bien de tricher. Mais la créativité qu'ont les tricheurs, c'est assez passionnant. Non, mais c'est intéressant en tant que designer, parce que quand vous inventez un produit ou n'importe quoi, c'est comment les gens vont le détourner. Là, en ce moment, on travaille un truc pour enfants où on doit faire des photos, mais le premier truc, c'est de dire, laissez pas faire des gens faire des photos. Oui, mais c'est des photos de visage. Mais non, ils ne vont pas faire leur visage. Je vous dis ce qu'ils vont faire en premier. Ils vont faire autre chose comme photo. Donc, comment gérer ce genre de choses? Voilà. Alors, rapidement, là, par exemple, c'est un jeu qu'on a sorti il y a 3 ans maintenant. Il y a très longtemps, j'ai vu mon fils qui jouait, je sais pas, il avait 6 ans, et il jouait avec mon téléphone qui était éteint. Et c'était drôle. Vous savez, il jouait à la voiture ou au petit avion. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant comme usage d'utiliser le téléphone comme objet, non pas, parce que nous, on est sur notre écran. Lui, il prenait l'objet pour ce qu'il était. Et donc, on a inventé un jeu, ça s'appelle World of Yo. Donc, c'est un jeu où, vous voyez, votre téléphone, c'est votre bateau. D'accord? Donc, on est joué à 4, on a 4 téléphones sur le plateau, et après, on a inventé une techno toute simple pour savoir où est le téléphone sur le plateau. C'est assez simple, c'est au début, vous êtes sur la case A1. Quand vous poussez à gauche, vous êtes sur la case A2. Donc on utilise les accéléromètres et toujours l'idée, c'est une économie de moyens. Toujours, je parlais de frugalité. On ne rajoute jamais de techno dans le papier. Déjà, le téléphone est tellement bourré de technologie, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc juste, voilà. Et après, on a tout un jeu qui s'est développé autour de ça. Et vraiment, l'usage, vous le montrez une fois et les gens comprennent. Et ça, on l'a adapté sur des posters. C'est assez marrant pour des enfants sur les animaux en Afrique. Enfin, on l'a décliné beaucoup, cette idée, cet usage, même pas techno, cet usage a été décliné dans plein d'autres domaines que le jeu. Par contre, le jeu nous a permis de voir toutes les possibilités, dont les tricheurs. Voilà, si vous vous intéressez, je vous expliquerai comment tricher à ce jeu, alors que normalement, c'est un jeu vidéo, on ne peut pas tricher vraiment. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Alors, et là, on a décliné. Alors là, je vous montre vraiment volontairement plein de prototypes. Ce n'est pas du tout des choses finies. Ça, c'était pareil, au niveau d'une sorte de petit jeu de rôle. Vous voyez, c'est juste une page A4, des cartes. Et on a un petit téléphone qui se met comme ça, et le téléphone va vous poser des questions, c'est une sorte de narration, et les enfants, ou les plus grands, vont répondre uniquement avec les cartes. Voilà. Et en fait, on passe juste sa carte devant le téléphone, il y a une caméra, la carte est reconnue, et on joue comme ça. Voilà. Et le geste marche très très bien, là on l'a adapté pour tout dire, pour plein de projets, où en fait on a des tablettes à plat, et les gens valident, pas en cliquant, mais juste en mettant leur carte devant, et c'est un geste... Enfin, pour ceux qui sont... C'est assez élégant et une fois que vous le faites, tac, ça marche vraiment très bien. En plus, vous avez un feedback, un retour visuel et sonore et c'est quelque chose qui marche très bien et personne ne touche l'écran. Donc, pas de problème au niveau de l'usage, elle glisse, des choses comme ça.
Ça, c'est moi qui m'amuse des fois le matin. Là, vous voyez, c'est tout bête. J'avais une tablette et puis j'aime pas ces stylos plastiques. Vous voyez, moi, je suis vieux, hein, je travaille toujours avec du papier, du crayon, des choses comme ça. Puis j'ai pris un vrai pinceau, puis j'ai mis un peu d'encre conductrice dedans, c'est avec du carbone. Et tout d'un coup, vous avez vraiment un vrai pinceau avec la douceur du pinceau et les poils qui passe bien sur ce verre et c'est beaucoup plus agréable. Et après, moi, je me suis amusé à faire un petit logiciel parce que tant qu'à faire, autant inventer un truc, pas copier Photoshop. Voilà. D'abord, on peut pas faire, on ne sait pas faire. Puis copier le réel, c'est pas très intéressant. Et donc là, c'est un logiciel qui permet de dessiner des formes vivantes, on va dire. Et là, je travaille avec un designer sonore. Voilà, pardon, je vais un peu vite. Où le design sonore change suivant la manière dont on dessine. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai fait cet été par exemple. Alors j'ai fait autre chose, hein, mais dans les prototypes. Mais justement, je m'étais dit en vacances, j'ai des trucs un peu bizarres. J'avais un peu de papier d'aluminium, mon téléphone et du papier. Je me dis qu'est-ce que je peux faire et donc là, je me suis fait toute une série de petits. Alors je vais mettre un peu de son. Je ne sais pas si on peut mettre du son. Vous voyez, c'est des pianos en papier. Voilà. Alors voilà, c'est tout bête, c'est un petit piano. Voilà. Donc juste avec une feuille A4 pliée, un élastique, voilà. Alors que vous voyez, c'est pas fini du tout. Voilà. Puis après, je me suis fait un 7 touches, voilà. Et puis après, je me suis fait un accordéon, un harmonica, voilà. J'ai fait tout un petit orchestre de trucs en papier. Donc là, il me faut un peu de temps parce qu'on veut faire un petit clip vidéo avec vraiment des gens, des vrais musiciens. Parce que si vous entendez, là, je suis pas du tout musicien, moi. Voilà. Mais ce n'est qu'un morceau de bout d'aluminium et puis du papier et puis un élastique. Et je crois que j'ai trouvé une solution pour même enlever l'élastique. Voilà. Donc là, à la fin, voilà, j'ai mon petit orchestre. Hein. Il y a un petit. Voilà. Alors. Aussi, dans les objets un peu équivalents, moi j'utilise, je pense comme beaucoup de personnes, votre téléphone comme réveil, et c'est assez insupportable de... Enfin moi, on est en 2020 et les téléphones sont toujours aussi idiots, et les réveils aussi. Et l'idée là, c'est vous faites un petit théâtre en papier, voilà, vous avez un petit papier miroir, vous glissez votre téléphone dedans, vous dites à quelle heure vous voulez vous réveiller, et en fait ces téléphones sont géolocalisés, donc on connaît la météo de l'endroit où vous êtes, c'est tout simple. Donc le matin, vous êtes réveillé par les bruits et l'animation qui correspondent à la météo de la journée. C'est tout bête. Donc si par exemple ce matin il fait beau, j'aurais eu les petits oiseaux, doucement, 5 minutes avant mon réveil, la lumière augmente et je suis réveillé. Et alors vous voyez, le téléphone est poli, c'est un objet aimable, c'est-à-dire qu'il vous dit bonne nuit, bonsoir. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais ça fait pas de mal, mais travailler sur des objets aimables, par exemple en ce moment, je m'amuse entre guillemets avec Alexa. Voilà, le matin, là, je me réveille. Donc là, il était pour le test 15h25 et il faisait 5 degrés à Malakoff, où je travaille. Voilà. Donc, alors que c'est juste un morceau de papier. C'est tout bête. Alors, un autre exemple. Les objets, ils peuvent être aimables, mais ils peuvent être aussi critiques. Ça n'empêche pas. Ça, c'est un jeu de dames. Alors, j'ai dit au début, j'aimais pas du tout les jeux d'argent. Justement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut remplacer l'argent ? Vos amis Facebook. C'est pas mal, vos amis Facebook. Donc c'est un jeu de dames où vous allez jouer vos amis. Donc ça, c'est la version. Et surtout, quand vous les perdez, ils disparaissent. C'est-à-dire qu'on les enlève du carnet d'adresse, définitivement. Donc ça, c'est la version physique. Donc automatiquement, on vous donne des petits scotch. Alors après, j'ai fait des règles suivant si vos amis sont plus ou moins proches, ils valent plus ou moins de points. Donc je vais vite. Et voilà. Et là, c'est la version numérique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, en plus, il hurle, et plus on a la trace des dégâts sur le champ de bataille. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous jouez avec des amis que vous connaissez, en fait, vous ne jouez pas pareil. Parce que sacrifier sa maman, ça ne se fait pas aux dames, voyez, ou des choses comme ça, ou sa femme, ou ses enfants, ou que sais-je. Et c'est assez marrant parce que alors que le jeu, ce sont que des pions, mais en fait, quand vous commencez à rentrer en empathie avec ces pions, vous ne jouez pas du tout de la même manière. Voilà. Donc ça, c'est des pistes qui peuvent être intéressantes. C'est-à-dire tout d'un coup, on va personnifier des petits points. Et alors, je vais finir là-dessus. Là, en ce moment, on travaille là vraiment sur quand je dis vraiment, là, c'était des expérimentations, et on voit ce que ça donne, on le teste, on s'amuse. Là, Facebook n'est pas d'accord, par exemple. Ils ne veulent pas qu'on enlève des amis. Et on peut en rajouter, mais on en a enlevé. Voilà. Donc, on a trouvé un moyen de contourner un peu ça. Mais j'espère pas être en prison l'année prochaine, mais on va y arriver. Donc ça, par contre, moi, j'ai vu mes enfants jouer avec Siri. Vous savez, les enfants, enfin même les grands, ils s'amusent à poser des questions plus ou moins ridicules, idiotes, mais très drôles en fait. Alors, je me suis dit, c'est vraiment très bien là d'utiliser ça. Et je me suis dit, on pourrait l'utiliser pour apprendre à lire. Donc, c'est un projet qui s'appelle, enfin un projet, on est dessus là en ce moment, hein, ça s'appelle À haute voix. Voilà, hop.
Et il me dit qu'il me reste 3 minutes. Enfin, mon téléphone, bon. Mon téléphone a dit. Donc c'est un projet, le principe est très simple. Vous avez une tablette ou un téléphone, il y a un texte, un décor, et l'enfant, en lisant le texte, par exemple, il était une fois un petit chaperon rouge, on détecte petit chaperon rouge, le petit chaperon rouge apparaît. Et en fait, l'enfant, en lisant, va construire l'illustration qui est déjà prévue comme ça. Voilà. C'est vraiment tout simple. Donc le principe, c'est ça, voyez. Au début, c'est comme ça, et on reconnaît les mots. On ne cherche pas à comprendre le sens de la phrase, on reconnaît les mots, et ça marche très très bien. J'ai compris le message. Et donc voilà, ça c'est mon fils. Là. Vous voyez, il n'y a rien de graphique, là, c'est un premier test technique. Mais là, je peux vous affirmer que ça marche. Voilà. Et alors, une chose intéressante qu'on n'avait pas prévue, ça, on a vu ça avec des spécialistes au niveau de l'éducation nationale, qui nous ont dit, votre idée, elle est bien, parce que l'enfant va être, pour une fois, c'est un des rares jeux où l'enfant est tout seul devant la tablette, il n'y a pas de jugement d'un adulte. Donc, il va lire beaucoup plus facilement et va être beaucoup plus détendu. C'est comme tout le monde, quand vous chantez, si vous chantez dans votre douche, moi je ne chanterai pas en public, mais je peux chanter sous ma douche, voilà. Et je pense que je chante très mal, je rigole. Mais le fait d'être seul et de ne pas avoir un jugement humain, justement, c'est un avantage dans ce cas-là. Alors que des fois, au contraire, je dis n'importe quoi, quand vous voulez prendre un billet d'avion, c'est insupportable devant mettre une machine qui dit non et qui ne vous dit pas pourquoi, alors qu'avec un être humain, a priori, vous pouvez dialoguer. Donc ça, c'est le projet sur lequel on est. Et là, on prépare toute une collection d'histoires qui, en plus, sont interactives. Des fois, le petit personnage va lui poser une question. Est-ce que tu veux suivre le loup ou les bûcherons? Et le système sera rejouable. Et en police de caractère, on pourra en parler plus tard. Mais alors là, on travaille beaucoup sur les dyslexiques, les différents types de police de caractère pour enfants. Enfin, à chaque fois, l'histoire, on change les polices de caractère pour que, même si le texte est le même, la graphie est différente. Et le dernier projet sur lequel on est, c'est un escape game. Alors là, c'est vraiment du prototype, mais en papier. Où, vous savez, les enfants disent « j'ai peur, il y a un monstre sous mon lit ». Ben moi, j'aurais dit « c'est vrai, il y a un monstre sous ton lit ». Alors, on est parti sur cette idée, vous voyez, la manière dont ils interagissent. Oui, mais je suis sûr que dans la prise de courant, il y a quelque chose. Oui, tu as raison, il y a une souris qui vit dans ta prise de courant. Donc, on l'a fait en vrai. Donc, l'idée, ça c'est vraiment... là, je l'ai filmé là, juste avant de partir. Le jeu, c'est tout simple, c'est juste des petites cartes à jouer, des petits stickers que vous allez cacher dans la maison. Il y a des fausses portes de souris, des petits trucs à mettre au sol. En fait, il y a des petites choses à cacher, des cartes à cacher, et en fait, vous voyez, ça ressemble à ça. Alors graphiquement, c'est intéressant. Moi, j'étais parti sur quelque chose de minimaliste, mais en fait, c'est impossible parce qu'on utilise des technologies de réalité augmentée où, pour un œil électronique, il faut qu'il puisse s'accrocher à des informations. Donc, il faut que ce soit, pour l'instant en tout cas, un graphisme très compliqué pour qu'il arrive à reconnaître. Et voyez là, la petite souris, il y a des énigmes, donc il y a toute une aventure, et voilà, qui est au sol. Et là, il faut cliquer 2 fois à l'écran. Et en fait, dans les murs, dans les plinthes, au sol, un peu au plafond, il y a des oiseaux, il y a un écureuil, il y a une taupe, voilà, qui ont chacun leur caractère et qui vont vous poser des questions, et on va avoir plein d'énigmes à trouver. C'est une sorte de mécanique d'escape game, mais uniquement en papier, et juste avec 20 morceaux de papier, en gros 20 post-it. On colle à droite à gauche, on pourrait faire la prochaine fois, je collerai ça dans la pièce et on jouera tous ensemble. Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que, alors vraiment là, on apprend énormément en ergonomie, en usage, parce qu'un enfant de 6 ans, quand vous lui donnez le téléphone, la manière dont il tient le téléphone, par exemple, il va le tenir à 2 mains, parce que c'est gros pour lui. Et puis il sait que papa et maman, si tu fais tomber le téléphone, c'est pas cool. Donc en fait, il a fallu changer complètement. Au début, on était horizontal. Non, c'est vertical à 2 mains. 100% des enfants, quand ils voient une petite souris, ils lui tapent dessus. Voilà, mais donc on a fait des animations. Si on lui tape trop sur le nez, d'abord il y a une animation, puis surtout au bout de 3 fois, elle fait « j'en ai marre, reviens dans 10 minutes ». Voilà, donc en fait, c'est ça où c'est intéressant, là, au niveau, là, quand je parle du jeu et des expériences au niveau des nouveaux usages, c'est que là, on est vraiment dans des nouveaux usages et on voit la manière dont quelqu'un réagit. Voilà, donc c'est là où c'est passionnant. Là, après, on a plein de petits jeux, alors on essaye de mélanger jeu numérique, jeu papier, et jeu à plusieurs sur le même écran. Voilà, donc j'arrête là-dessus parce que je suis presque dans mes temps. Voilà, merci beaucoup, je suis allé vite, mais merci. Merci. Est-ce que ce micro fonctionne ? Ouais, super. Merci beaucoup, Étienne. Alors, il n'y a pas de petite souris cachée dans les verres d'eau derrière sur le radiateur, mais si tu as soif, tu peux maintenant en prendre.
Alors, s'il y a des questions, on est à peu Ils sont pas près annulés, juste d'accord. dans le temps, mais on peut quand même prendre quelques questions. C'est sûr qu'on ne peut pas en prendre 300. Mais s'il y a des questions, il y a un deuxième micro, là, à quelques mètres de moi, dans la deuxième allée. Il y en a un ici. N'hésitez pas, on est nombreux, mais on peut prendre ça cool. C'est des remarques ou commentaires. La parole est à vous. Bonjour. Bonjour. J'ai une question au sujet de ce que Stéphane a dit tantôt, que le designer arrivait souvent à la fin du processus, une fois que toutes les décisions ont été prises. Puis ce que vous dites, c'est que, en fait, ma question, c'est dans votre travail, c'est vous qui êtes l'initiateur des projets. Oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai eu marre. À un moment donné, je me suis dit, j'ai travaillé pour des grosses boîtes, comme Orange, des choses comme ça, où souvent le designer, par exemple, anecdote, vraiment, l'année dernière, on est venu me voir, est-ce que tu as une idée d'une application qui consommerait énormément pour la 5G en data? On veut un truc qui consomme énormément. Je fais, non. Je ne veux pas travailler là-dessus. Vous voyez, c'est des questions comme ça. Donc là, l'idée, c'était ça. C'est souvent, on nous amène on arrive à la fin. Alors que là, l'idée, c'est justement avec cette économie de moyens, juste avec du papier, dire, voilà ce qu'on peut proposer. Donc c'est pour ça qu'on montre beaucoup de choses. C'est-à-dire que je montre régulièrement, je poste ça, d'être très ouvert. Et le pari, et c'est ce qui se passe plutôt en ce moment, c'est que les gens viennent te voir après pour dire, voilà, j'ai vu cette chose. Là, en ce moment, on travaille pour une grosse boîte on va dire de jouets, où le plastique va petit à petit disparaître. En tout cas, je ne sais pas ici, j'en parlais, mais les normes européennes sont au niveau du plastique. Par exemple, le plastique à usage unique est interdit depuis le 1er janvier 2020. Donc, les gens qui faisaient des jouets comme ça nous demandent, nous, on a vu que vous travaillez avec du papier et des téléphones, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Voilà. Donc là, maintenant, c'est intéressant parce qu'on vient en position de force, par ce que disait Stéphane. C'est pas mon but absolu d'être mais en tout cas, c'est beaucoup plus, valorisant, mais intéressant. Et après, souvent, on part de là, on arrive complètement à l'autre bout, on va ailleurs, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, l'idée initiale, quand on vient nous voir, on dit, voilà, vous avez fait ça, est-ce qu'on peut discuter à partir de ça? Et voilà notre problématique. Voilà. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que c'est un peu ça, d'essayer d'inverser un peu la tendance, et en travaillant avec des choses très légères et faciles à faire, comme ça, c'est plus rapide. J'imagine que vous avez des moyens limités aussi. Là. Des moyens limités? On est deux, tu vois, on est une petite structure de 2 personnes, voilà. Donc, mais le papier, c'est une bonne solution. Voilà, et on essaye dès qu'on gagne de l'argent un peu, on le réinvestit. Cet été, par exemple, le petit jeu d'escape game, c'est sur notre temps et notre argent. On s'est dit, on pense que c'est une bonne idée, on le fait, on développe, et puis là, on est en train graphiquement de tout retravailler, de refaire la 3D, de plein de choses comme ça, mais on a validé pas mal de pistes. Voilà. Merci. Bonjour, merci beaucoup, Étienne. J'ai adoré, je vais me permettre de vous tutoyer, on se Oui, connaît. Donc, merci, j'ai vraiment adoré ta présentation. C'est très drôle, puis je pense qu'effectivement, l'idée du jeu est tellement importante qui va rejoindre plein de sujets plus tard dans la journée, j'en suis certaine. J'avais une question, donc je commence par dire que j'ai vraiment adoré parce que j'avais envie d'avoir le piano, de m'imaginer avec un orchestre complet. Ayant pas de selle, je pourrais pas, ceci dit. Donc, j'avais une question là-dessus, donc c'est vraiment pas pour être rabat-joie sur tout ce que tu as présenté que je trouve extraordinaire. Mais cette notion des enfants qui sont obligés, alors qu'ils auraient pu jouer avec juste les cartes, qu'ils auraient pu jouer sans le téléphone cellulaire, parce que aujourd'hui, moi, ça me choque vraiment de voir, puis pour la santé, tout ce qu'on connaît, donc cette présence-là des multi-connectés qu'on est, à avoir tous ces objets-là autour de nous, avec tout ce que ça implique, est-ce que justement ce rapport-là au jeu, et je pensais aussi à la souris, justement que 100% des enfants tapent la souris. Moi, je peux vous garantir que j'aurais pas fait partie des 100%, là, mais est-ce que si la souris n'avait pas été virtuelle, est-ce qu'ils l'auraient tapé? Je pense pas. Et donc, est-ce que cette déconnexion-là passe pas par le téléphone, justement, puis ajoute une autre dimension problématique? Ça, on fait très... Alors d'abord, j'ai des enfants, c'est comme ça que je teste. Non, mais c'est intéressant parce que de dire la manière dont ils réagissent, ils utilisent le téléphone de toute façon. Enfin, on essaye de faire attention, mais l'idée, nous, justement, je suis parti là-dessus en étant positif. Dire, bon, tu vas l'utiliser, mais tu vas l'utiliser avec moi.
où tu vas l'utiliser avec tes copains, pas seul. Moi, c'est dans ce que je vous ai montré, à part le dernier sur la lecture, ils sont jamais seuls. C'est pour ça que je suis assez influencé et intéressé par les jeux de société. C'est retrouver le plaisir de jouer ensemble et il y a un appareil électronique quelque part. Et pareil, dans le petit jeu d'escape game, je crois qu'on a 30% sur le téléphone. Je vous ai montré que la partie... Et justement, la petite souris, elle va te dire « Reviens me voir dans 5 minutes ». C'est pas la peine de revenir en numérique avant, puisque de toute façon, tu dois résoudre des énigmes papier, tu dois lire ça, tu dois faire ça en papier, tu dois faire des cocottes en papier, plein de trucs comme ça. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver une bonne balance, un bon équilibre entre les deux. Voilà. Donc ça, on fait très attention. Alors pareil, hein, on est offline, on capte rien comme information. Enfin, on fait très attention on n'espionne personne, on est vraiment là-dessus. Et de toute façon, maintenant, Apple et Google font très attention. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est que du marketing de leur côté, mais en tout cas, nous, on fait très attention à ça. Voilà. Donc, et par contre, alors ce qui est intéressant, j'en ai pas parlé là, c'est la deuxième vie des objets. Je trouve que c'est intéressant. C'est même une affiche ou n'importe quoi. C'est penser une fois elle aura plus son utilité, c'est à quoi ça va servir. Et nous, là, nos petits objets en papier, ils servent même quand le téléphone est éteint. Là, je ne vous ai pas montré d'autres projets avec des petites figurines, des choses comme ça, mais c'est une fois que la tablette n'est plus là, les enfants continuent à jouer avec les objets en papier. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est de penser à la deuxième vie ou troisième vie, voire de ces objets qui peuvent... vous voyez, les enfants... Enfin, moi, je sais pas, l'année dernière, ils ont joué... Je sais pas, on avait reçu un gros colis Amazon, je ne sais plus ce que c'était. Pendant une semaine, il y a eu dans le salon, ils ont fait une cabane avec ce packaging, voilà. Et je trouvais ça très très bien d'utiliser la deuxième vie du packaging, voilà. Mais en tout cas c'est ça, on fait très très attention à l'équilibre entre les deux, en faisant plein de tests et voir la manière dont ils réagissent. Et pareil, et c'est ce que tu dis, c'est très vrai, c'est que les enfants, si c'était une vraie souris, ils lui auraient pas tapé sur le nez. Alors ils tapent pas violemment, ils essayent. Mais le fait qu'elles réagissent, ça marche très très bien, voilà. Merci, je ne veux pas prendre plus de temps, parce qu'on pourrait parler du téléphone dans nos vies longuement, là, mais merci, Étienne. Je vais faire des réponses plus courtes. Allô? OK. Oui, bonjour, mon nom est Nathalie. Félicitations pour votre présentation. Merci. C'était vraiment un A+. Je te dirai à mes fils. Ma question, en fait, le jeu de société que j'ai vu, qu'on jouait en groupe, c'était sur une plaque physique. Il y avait 4 téléphones dessus. Ma question est à savoir, est-ce qu'on se fait interrompre par le texto d'un autre voisin pendant la partie ou s'il y a un mode avion quelconque? Alors d'abord, on préconise le fait qu'on doit être en mode avion quand on joue. Enfin, je ne sais pas vous, mais nous, quand on joue, c'est téléphone sur silence. Enfin, comme ici, je pense. Et ce qu'on avait rajouté, c'est que si quelqu'un ne le mettait pas sur avion et vous receviez des textos, vous aviez moins 10 points. Voilà, on avait fait un système comme ça. C'est-à-dire qu'on l'avait intégré dans le jeu. Voilà. Voilà. C'est parfait, merci. Alors après, il y a des tricheurs. Vous pouvez envoyer exprès un SMS à l'autre, mais bon, ça c'est... Non mais vous voyez, il y a toujours des effets rebonds, en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est de dire, voilà, toujours penser avec un mauvais esprit. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Ça m'a beaucoup rappelé en fait tout ce qui est tangible media, comme David Rose avec ses Enchanted Objects au MIT Media Lab, et tout le retour, disons, de quelque chose de tangible, de physique, de tactile. Je comprends que dans votre trajet, vous êtes arrivé là à travers un retour vers l'édition papier, mais je me demandais s'il n'y avait pas une intention aussi de ne pas se limiter au papier, parce que je trouve que c'est une des choses qui nous manque beaucoup maintenant dans le monde d'écran, d'avoir des choses qu'on peut toucher avec différentes textures, avec différents poids, avec la résistance, mettons, dans le design d'interface, ou si c'est vraiment le parti pris de dire on va essayer de s'en tenir au niveau frugal du papier et tout ce qu'on peut faire avec ça. L'idée, c'est de rester, le terme de frugalité, mais en tout cas de rester le plus simple possible sur le papier. C'est-à-dire, on ne rajoute pas de gaufrage, de technique comme ça, en fait, pour l'instant. On essaie, mais ça dépend, et surtout, on n'est pas très riche, donc on est obligé de faire au niveau des imprimeurs le plus simple possible, et voir même que les personnes impriment. Là, on en est à voir si les personnes ne vont pas imprimer eux-mêmes leur papier. C'est-à-dire que là, le jeu d'escape game, en fait, ils pourraient l'imprimer. Si je vous donne les fichiers PDF, vous le faites vous-même. Voir si ça nous est arrivé là sur un jeu, la personne avait abîmé ou l'enfant avait déchiré les cartes, on lui a envoyé les fichiers et il l'a imprimé lui-même. Donc ça aussi, c'est une autre solution. Après, c'est juste un problème commercial. C'est-à-dire que si vous commencez à tout donner, il va falloir trouver un autre moyen, et comme on refuse la publicité et toutes ces choses-là, voilà. Mais en tout cas, on en arrive là, voir imprimer vous-même, voir, voilà, faites vous-même votre objet. On n'en est pas là pour l'instant, parce que ça poserait trop de problèmes. On ne sait pas sur quoi les gens vont imprimer, par exemple. S'ils impriment mal,
le système de reconnaissance marche mal. Donc au moins quand on vend notre objet, on sait qu'il est validé. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, c'est le plus simple possible. Voilà. Mais en tout cas, le retour à l'objet physique, je finirai juste là-dessus. Moi, je ne suis pas du tout commercial ni rien, mais juste une anecdote. Les jeux de société, le prix, vous savez comment c'est fait? Le distributeur arrive, il prend votre jeu, il le secoue, il fait ça, 60 €. Je fais comment ça, 60 €? Ça, vu le poids et la taille, je le vends 60 €. C'est une sorte de prix psychologique lié à l'objet physique. C'est assez marrant, alors qu'un objet numérique, il n'a pas de matérialité, donc le prix est totalement arbitraire en fait pour les gens. Alors qu'un objet physique, un beau livre, je sais pas, 30 €, il n'y a pas de souci. Alors qu'une application à 30 €, vous pouvez toujours essayer sur téléphone. Alors que votre téléphone vaut 1000 €, hein, c'est ridicule, hein, mais dépenser plus d'1 € sur cette chose, qui vaut 1000 fois plus, même moi, des fois, je fais « Ah, je sais pas ». Mais c'est ridicule, enfin, c'est pas le prix d'un café. Voilà, donc il y a un gros problème. Alors que dans l'objet physique, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, hein, mais on arrive à estimer le prix d'une chose. En tout cas, les gens savent qu'un objet comme ça, de cette taille, de ce poids et de cette qualité vaut, en gros, tel prix. Alors, ça, c'est une grosse différence que j'ai bien... Ça y est, j'ai compris maintenant. Au début, j'ai eu du mal. Merci. Puis, ouais, pour la distribution, en fait, à imprimer chez soi, il y a le Google Cardboard qui a créé un précédent aussi intéressant pour ça. Oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, merci Étienne, merci aux beaucoup. questions. Merci.